Je m'appelle Riley Reeves et j'ai 29 ans. Il y a 3 jours, ma mère a tenu ma bague de fiançailles à la lumière, a ri et a dit « C'est tout ce qu'il a pu s'offrir. Ton père a dépensé l'équivalent de 3 mois de salaire pour la mienne. » Puis elle s'est tournée vers ma sœur. « Montre-lui la tienne encore une fois, ma chérie. » Mon fiancé se tenait juste derrière elle. Il a entendu chaque mot. Ce qu'il a fait le lendemain matin n'a rien coûté, mais cela a coûté à ma mère tout ce qu'elle avait mis 30 ans à construire. Maintenant, laissez-moi vous ramener à vendredi soir dernier, la nuit où ma mère a décidé de mettre à l'épreuve la patience de l'homme qu'il ne fallait pas. Voici ce que vous devez savoir sur ma famille. Ma mère, Vivian Reeves, a 58 ans. Elle n'a jamais eu d'emploi rémunéré, et elle vous le dira avec fierté. « Oh, mon travail, c'est cette famille », aime-t-elle dire, généralement en ajustant la pièce maîtresse lors de n'importe quel dîner qu'elle organise dans notre maison, à Meadow Glen, une petite banlieue à environ 40 minutes de Richmond. Mon père, Greg, a 60 ans, ingénieur civil à la retraite. Silencieux, le genre d'homme qui répond à chaque question par « ce que ta mère veut » et qui croit, d'une manière ou d'une autre, que cela compte comme de l'éducation parentale. Ensuite, il y a Brooke, ma sœur aînée. 33 ans, mariée à Tyler Langford, associé junior dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges en ville. Le mariage de Brooke, il y a 5 ans, comptait 160 invités, un quatuor à cordes et une bague qui capte la lumière de l'autre bout de la pièce. 3 carats. Vivienne le mentionne au moins une fois par mois. Et puis, il y a moi. Je suis infirmière aux urgences à l'hôpital communautaire de Meadow Glen. Je travaille par quart de 12 heures. J'ai tenu la main d'un inconnu pendant qu'il mourait. J'ai relancé des cœurs à 3 heures du matin. Je paie mon propre loyer, ma propre mensualité de voiture, mes propres prêts étudiants. Je fais cela depuis que j'ai 22 ans. Viviane ne m'a jamais présentée à ses amis en disant « Ma fille est infirmière aux urgences ». C'est toujours « Voici Riley ». Ou parfois « Riley est l'indépendante », ce qui sonne comme un compliment jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est un code pour « celle que je n'ai pas pu contrôler ». Il y a un mur de photos dans le salon de mes parents. 7 photos de Brooke, remise de diplôme, mariage, lune de miel, portrait de Noël. 2 de moi. L'une est une photo de famille de groupe. L'autre date de mes 11 ans, où je tiens un poisson que j'ai pêché au lac. Je sais que compter les photos semble pathétique, mais quand votre mère compte tout, les carats, les salaires, la superficie en mètres carrés, vous apprenez à compter aussi. Elle n'a jamais appelé Nate par son nom devant ses amis. C'est toujours le charpentier de Riley. J'ai rencontré Nate Hollis il y a 3 ans aux urgences. Il est arrivé à minuit, portant un jeune de 20 ans nommé Danny, l'un de ses apprentis, qui s'était planté un clou dans la paume sur un chantier. Nate avait enveloppé la main dans un chiffon propre d'atelier et avait conduit 40 minutes avec ses feux de détresse allumés, pendant que je m'occupais de Danny. Nate est resté assis dans le couloir pendant 4 heures, sans être sur son téléphone, sans faire les 100 pas, juste assis, à attendre, car Danny n'avait pas de famille en ville. Et Nate a dit qu'il ne devait pas se réveiller seul. C'est ça, Nate. 31 ans, il possède un petit atelier de meubles sur mesure sur la route 9. Il fabrique des tables de salle à manger, des bibliothèques, des cadres de lit, tout à la main, tout sur commande. Il ne sera jamais riche. Cela ne lui importe pas. Il mesure le succès en copeaux de bois et en grains finis. Il y a 2 semaines, il a fait sa demande en mariage sur le toit de son atelier. Il avait lui-même tendu des guirlandes lumineuses entre les poutres. Les mêmes mains qui avaient façonné l'écrin de la bague à partir d'un bloc de noyer noir. La bague est en or blanc, un simple anneau, et au centre, un saphir bleu profond, petit, peut-être un demi-carat, mais la couleur vous frappe. Elle ressemble au ciel tardif, juste avant que les étoiles n'apparaissent. Je l'ai adorée. Je l'ai adorée parce que ce n'était rien de ce que Vivien aurait jamais choisi. Quand j'ai appelé Brooke pour lui annoncer la nouvelle, la première chose qu'elle a dite fut « Combien de carats ?» J'ai ri. Elle, non. Puis elle a dit « Maman va avoir des idées. » Elle en a toujours. Non, je veux dire qu'elle va avoir des idées spécifiquement sur la bague.
Sois juste prête. J'aurais dû entendre l'avertissement là-dedans. Au lieu de cela, j'ai pensé que cette fois-ci serait peut-être différente. Peut-être qu'elle verrait à quel point je suis heureuse. 29 ans, et je faisais encore ce pari. Je ne connaissais pas encore toute l'histoire derrière le saphir. Nate ne me l'avait pas racontée. Et cette histoire finirait par tout changer. Vendredi soir, Vivien a organisé un petit dîner de célébration à la maison. Ses mots, pas les miens. Quand Nate et moi sommes arrivés dans l'allée, j'ai vu 2 voitures supplémentaires que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, assise sur le bon canapé, avec du vin déjà servi, se trouvaient Linda Marsh et Margaret Bowen, des amies de Vivien du club de campagne. Celles avec qui elle déjeune tous les jeudis. Celles qui connaissent le prix de tout et la signification de rien. Je croyais que c'était seulement pour la famille, ai-je murmuré à Nate dans le foyer. Il m'a serré la main. Ça va, je vais bien. Au moment où je suis entrée dans la salle à manger, Viviane a tendu la main vers ma main gauche. Elle ne m'a pas d'abord serrée dans ses bras. Elle n'a pas dit félicitations. Elle tira mes doigts vers la lumière du lustre et inclina la bague. 3 secondes de silence. Puis ce rire. Pas cruel. Exactement. Pire, un rire de pitié. C'est tout ce qu'il a pu s'offrir. Elle regarda Grégoire, qui posait une corbeille à pain. Il ne leva pas les yeux. Ton père a dépensé 3 mois de salaire pour la mienne. Lynn pinça les lèvres. Marguerite fixa son verre de vin. Puis Viviane se tourna vers Brigitte, qui se tenait près du buffet avec Théo. Montre-lui la tienne encore une fois, ma chérie. Brigitte hésita. Je le vis. Un éclair de quelque chose dans ses yeux, mais elle tendit sa main gauche quand même. Le diamant de 3 carats capta la lumière du lustre et projeta de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe. Viviane sourit, d'un air satisfait. Je glissai ma main gauche sous la table et me sentis de nouveau comme une enfant de 12 ans. La chaleur familière derrière mes yeux, le réflexe entraîné de sourire, d'avaler, de jouer un rôle. Et voici la partie qui changea tout. Nathan était entré par la porte de derrière. Il se tenait dans la cuisine, juste derrière le muret qui la séparait de la salle à manger. Il avait entendu ma mère. Il avait entendu le rire. Il avait entendu chaque mot. Et quand il entra dans la pièce, il ne sourit pas. Tout le monde se figea. Lynn posa son verre de vin. Marguerite bougea sur sa chaise. Grégoire garda les yeux rivés sur la corbeille à pain, comme si elle détenait la réponse à quelque chose. Nathan ne dit pas un mot. Il se dirigea vers la chaise vide à côté de la mienne, la tira et s'assit. Sa main trouva le creux de mon dos, ferme, chaude. Un seul point de contact qui disait « Je suis là », sans rien dire du tout. Viviane se ressaisit rapidement. Elle le fait toujours. « Nathan, vous êtes là !» La voix de l'hôtesse s'activa comme un interrupteur, lumineuse, polie. « Je ne vous ai pas entendu entrer. Venez vous asseoir. Oh, vous l'êtes déjà. Merveilleux !» Elle tendit la main par-dessus la table pour lui tapoter la main. Nathan la laissa faire, mais il ne rendit pas le geste. Il la regarda simplement, d'un air impassible. Pas de colère, pas de comédie, juste un homme qui en avait fini de faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu'il avait entendu. Le sourire de Viviane s'amincit d'une fraction. Elle le remarqua. Je sais qu'elle le fit parce qu'elle changea immédiatement de sujet. « Alors Nathan, parlez à Lynn et Marguerite de votre petite entreprise. »« Ils fabriquent des meubles, » dit-elle à Lynn. « N'est-ce pas créatif ?»« Des meubles sur mesure, » dit Nathan. « Oui, oui, sur mesure. » Elle fit un geste de la main, comme on écarte un détail sans importance. Le reste du dîner se déroula comme les dîners de Viviane se déroulent toujours. Elle parlait, le reste d'entre nous tournait autour. Elle décrivit la fête de fiançailles qu'elle organisait au Pinnerest Country Club. 80 invités, des arrangements floraux, un toast au champagne. Je n'avais rien accepté de tout cela. Elle n'avait pas demandé. Brigitte croisa mon regard une fois à travers la table. Son expression dura moins d'1 seconde, quelque chose proche de la culpabilité, quelque chose proche de la reconnaissance avant qu'elle ne détourne les yeux. Après le dessert, Nathan et moi avons dit au revoir. Il serra la main de Grégoire,
fit un signe de tête à Lynn et Marguerite et me guida vers la porte d'entrée, ses mains toujours sur mon dos. Il ne parla pas avant que nous soyons dans le camion. Nathan conduit les deux mains sur le volant. Toujours. C'est une habitude de charpentier. Ses mains sont la façon dont il appréhende le monde. Cette nuit-là, il conduisit d'une seule main. L'autre tenait la mienne sur la console centrale, son pouce traçant de lents cercles sur mes phalanges. Pendant 15 minutes, aucun de nous ne parla. Le camion ronronna sur les routes de campagne sombres de Meadow Glen, passant devant le magasin d'aliments pour animaux, devant la bibliothèque, fermée, devant l'école primaire où j'avais l'habitude de m'asseoir sur les balançoires et de faire semblant que ma famille était normale. Je regardais les lumières des réverbères balayer le visage de Nathan. Sa mâchoire n'était pas serrée. Ses yeux n'étaient pas durs. Il avait juste l'air silencieux. Le genre de silence qui survient quand quelqu'un prend une décision importante. Finalement, je brisais le silence. Je suis désolée pour elle. Ne t'excuse pas pour elle. Elle fait ça. Elle a toujours fait ça. Il ne voulait pas dire Romy. Sa voix était douce mais ferme. Elle a dit à Brigitte de te montrer sa bague juste après s'être moquée de la tienne. J'ouvris la bouche pour la défendre à nouveau. Le réflexe était automatique, comme appuyer plus fort sur une blessure, même si l'on sait que c'est soi-même qui saigne. « Je sais », dis-je à la place. Plus de silence. Le clignotant cliqueta alors que nous tournions dans notre rue. À l'intérieur de l'appartement, Nathan accrocha sa veste au porte-manteau près de la porte et resta longtemps debout dans la cuisine. J'attendais sur le canapé, chaussures enlevées, la bague scintillant sous la lumière de la lampe. Puis, il s'approcha et s'assit à côté de moi, tout près, genou contre genou. A-t-elle toujours été comme ça? La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. 4 ans de dîners, de fêtes et de commentaires à peine voilés de Viviane. Et Nathan n'avait jamais posé la question aussi clairement. « Oui, dis-je. » Il hocha la tête une fois, regarda la bague à mon doigt, puis me regarda. « D'accord, dit-il. Alors demain matin, je vais l'appeler. » Je restais éveillée après que Nathan se fût endormi, assise à la table de la cuisine dans l'obscurité, tournant lentement la bague à mon doigt. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix. A-t-elle toujours été comme ça? Et ma réponse? Oui. 29 ans de oui. 29 ans à tenir son manteau, à rire de ses blagues, à arriver en avance, à rester tard, à choisir le restaurant qu'elle aimait, à porter la robe qu'elle approuvait. Tout cela nourri par une conviction tenace. Si seulement j'essayais assez fort, un jour elle me verrait vraiment. Cette conviction avait un nom. Je l'avais appris à l'école d'infirmière. Coup irrécupérable. L'idée que parce que vous avez déjà tant investi, vous ne pouvez pas vous en aller, même lorsque l'investissement est clairement perdant. J'avais conseillé des patients à ce sujet. Je leur avais dit gentiment: « Vous ne devez pas plus de temps à quelque chose qui vous a déjà coûté trop cher. » Et me voilà, assise dans l'obscurité, redevable de 29 ans. Le matin, Nathan prépara le café. Il posa une tasse devant moi et s'appuya contre le comptoir. « Avant que je ne l'appelle, dit-il, je veux te demander quelque chose. »« D'accord. Si une patiente te disait que sa mère avait prononcé ces mots à propos de son mari devant des invités, devant sa sœur, que lui dirais-tu » Je regardais la vapeur s'élever de mon café. Je connaissais la réponse. Je l'avais dite des dizaines de fois aux urgences à des femmes assises sur des brancards, serrant leur sac à main, les yeux rouges, me disant que ce n'était pas si grave. « Je lui dirais que c'est de la maltraitance émotionnelle, » répondis-je. Nathan ne hocha pas la tête. Il ne dit pas « Je te l'avais bien dit ». Il se contenta de me regarder. « Je ne veux pas que notre fille grandisse en pensant que la valeur de sa mère se mesure à une bague, » dit-il. Cela libéra quelque chose en moi. Je pleurais. Non de tristesse, mais du soulagement d'entendre quelqu'un dire ce que je savais depuis des années sans jamais m'autoriser à y penser. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» demandai-je. « La vérité. Je lui donnerai une chance de réparer les choses. » Samedi matin, à 8 heures, j'étais assise sur le canapé avec mon café pendant que Nathan composait le numéro depuis la cuisine.
Le haut-parleur était éteint, mais notre appartement est petit et je pouvais entendre chaque mot. Bonjour, Madame Dubois. Avez-vous une minute? Bien sûr, mon chéri. La voix de Viviane était chaleureuse, d'une chaleur de façade. Qu'est-ce qui te tracasse? Hier soir, j'ai entendu ce que vous avez dit à propos de la bague. Une pause. Une seconde. Deux. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu. Vous l'avez brandi et avez dit « C'est tout ce qu'il pouvait s'offrir ». N'atteindre mon cœur, c'était une blague. Riley est trop sensible. Elle l'a toujours été. Vous avez demandé à Brigitte de montrer sa bague. Juste après, une pause plus longue. J'entendis le léger tintement de ce que j'imaginais être Viviane posant sa tasse de café. Le bruit que fait une personne lorsqu'elle réalise que la conversation ne prend pas la tournure qu'elle avait prévue. Puis le changement. Je savais que ça allait arriver. Le virage vers la victime. Je n'ai fait que vous accueillir dans cette famille. Sa voix monta d'une demi-octave. Et c'est comme ça que vous me remerciez, en m'appelant pour m'accuser. Je ne vous accuse pas. Je vous dis ce que j'ai entendu. Si ma fille a un problème avec moi, elle peut me le dire elle-même. Elle l'a fait, dit Nathan. Pendant 29 ans, vous n'avez pas écouté. La ligne devint silencieuse. 3 secondes. 4. 5. Clic. Elle raccrocha. Je fixai le téléphone dans la main de Nathan. Il le posa sur le comptoir et me regarda. Aucune trace de triomphe sur son visage. Pas de colère non plus, juste l'expression posée d'un homme qui avait offert une porte ouverte et avait vu quelqu'un la claquer. 40 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Viviane. Je décrochai, m'attendant à des larmes. Peut-être à une demi-excuse à contre-cœur. Au lieu de cela, je reçus un ordre. Tu dois contrôler ton fiancé avant qu'il ne détruise cette famille. Maman, il a appelé pour parler. Tu lui as raccroché au nez. Il m'a agressé, Riley, à 8 heures du matin, un samedi. Il a répété ce que tu as dit. Ce n'est pas une agression. Je suis ta mère. Sa voix tomba dans ce registre, celui censé mettre fin aux disputes. Je ne devrais pas avoir à me défendre devant un charpentier. Le mot tomba. Charpentier. Elle le prononça comme on dit nuisible ou tâche. Maman, tu as ri de ma bague devant tes amis. Je fus surprise. Il y a une différence. Tu l'as comparée au salaire de papa parce que je veux mieux pour toi. Une inspiration brusque. Est-ce un crime? Je fermai les yeux. C'est le cycle. Elle insulte. Vous réagissez. Elle recadre l'insulte comme de l'amour. Et soudain, c'est vous qui vous excusez d'être blessé. J'avais vu cela se produire 1000 fois. J'y avais participé 1000 fois. Pas aujourd'hui. Maman, Nathan t'a donné une chance de reconnaître ce que tu as dit. Tu as raccroché à la place. Silence, puis l'ultimatum. Si Nathan ne s'excuse pas d'ici samedi, la fête de fiançailles est annulée. Je ne t'ai pas demandé d'organiser cette fête. 80 personnes sont déjà invitées, Riley. Sa voix devint froide. Tu ne me feras pas honte. J'ai failli rire, presque. L'idée que je puisse l'humilier, que j'ai ce genre de pouvoir dans son monde, était si éloignée de tout ce que j'avais jamais vécu que cela semblait absurde. Je dois y aller, maman. Riley, je dois y aller. Je raccrochai, posai le téléphone face contre table. Mes mains tremblaient, non de peur. J'avais eu affaire à des patients agressifs, à des codes bleus, à des familles hurlant dans le couloir à 3 heures du matin. C'était différent. Pour la première fois en 29 ans, j'étais réellement en colère contre ma mère. Pas déçue, pas résignée, en colère. Et je ne refoulais pas cette colère. En moins de 2 heures, le téléphone devint une arme. Brigitte appela la première. Riley, maman pleure. Tu sais comment elle est. Une pause. Nathan ne peut-il pas simplement appeler pour arranger les choses? Brigitte, elle a ri de ma bague. Je sais. J'étais là, mais tu sais comment elle est. Cette phrase encore. Tu sais comment elle est. Le mot de passe familial pour ne pas remettre le système en question. Puis,
Un message de Grégoire. Chérie, ta mère est contrariée. Si tout le monde s'excusait, nous pourrions passer à autre chose. Tout le monde. Comme si plusieurs personnes avaient commis une faute. Comme si l'offense était également répartie. Du Grégoire typique. Si désespéré de retrouver le calme qu'il partageait la faute en deux, même quand une seule partie en était entièrement responsable. Ensuite, et celui-ci m'a vraiment surprise, un message de Lynn Marchand, une amie de Viviane. Ma chérie, ta mère est tellement enthousiaste à propos de la fête. Ne laisse pas un malentendu gâcher cela. Je fixais le message de Lynn pendant un long moment. Viviane avait appelé ses amis du club avant d'appeler son propre mari. Elle avait rassemblé ses témoins, formulé sa version des faits et les avait déployés en moins de 2 heures. Ce n'était pas du chagrin, c'était une campagne. Nathan me regarda faire défiler les messages. Il n'interrompit pas. Il posa simplement une tasse de café fraîche devant moi et s'assit en face de la table. J'étais sur le point de fermer mon téléphone quand je fis défiler quelque chose d'autre. Une ancienne conversation par message avec Brigitte, datant d'il y a 2 Noëls. Un message que j'avais capturé d'écran par instinct et jamais supprimé. Maman a dit que le cadeau de Noël de Théo pour elle était sans aucune considération. S'il te plaît, ne le dis à personne. J'avais oublié cela. Brigitte avait supprimé le message de son côté en moins d'1 heure. Mais il était là, la preuve que le tableau de score de Viviane n'épargnait personne, pas même le mari de l'enfant chéri. Le samedi après-midi, Nathan et moi étions assis à la table de cuisine, celle en chêne qu'il avait construite l'été où nous avions emménagé ensemble. 2 tasses, mon ordinateur portable ouvert entre nous. J'ai essayé pendant 29 ans, dis-je. Une année de plus ne changera rien. Je ne veux pas me venger, dit Nathan. Je pense juste qu'il mérite la vérité. Voici ce que nous avons décidé. Nathan écrirait un courriel adressé à Viviane, avec copie à Grégoire, Brigitte et Théo. 4 points. Premièrement, un compte rendu clair de ce que Viviane avait dit au dîner. Ses mots exacts, le rire, la comparaison avec la bague de Brigitte. Deuxièmement, l'histoire derrière le saphir, l'histoire complète, celle que Nathan n'avait racontée à personne d'autre que moi. Troisièmement, que nous n'assisterions pas à la fête de fiançailles à Pinnerest. Quatrièmement, que notre mariage serait organisé par nous et que Viviane était la bienvenue en tant qu'invitée, et non en tant qu'organisatrice. Pas d'insultes, pas de menaces, pas de drame, juste des faits présentés clairement, comme on rédigerait un rapport d'incident. Je lus le brouillon 3 fois. Je cherchais la partie en colère, la pique, le sarcasme, la phrase qui allait trop loin. Elle n'y était pas. Chaque phrase était mesurée, chaque mot pesé. Il y avait un paragraphe qui m'arrêta. Le saphir de la bague de Riley appartenait à ma grand-mère, Ruth Lefèvre. Elle le porta autour du cou, sur une chaîne, pendant 41 ans. Son mari, Georges, mon grand-père, un charpentier comme moi, l'avait choisi parce qu'il disait que c'était la couleur du ciel, le jour de leur rencontre. Ruth est décédée en 2002. J'ai porté cette pierre depuis mes 15 ans. C'est la chose la plus précieuse que je possède, non pas en argent, mais en signification. Je regardais Nathan. Il me regarda. « Envoie-le », dis-je. Il appuya sur le bouton à 10h47. Le courriel fut livré en 2 secondes. Les répercussions mirent 3 jours à se manifester pleinement. Une fois le courriel envoyé, Nathan et moi nous sommes assis sur le porche. La matinée était fraîche, le genre de calme du début du printemps, où l'on peut entendre les carillons éoliens des voisins à 2 maisons de distance. C'est là qu'il me raconta toute l'histoire. Sa grand-mère s'appelait Ruth Lefèvre. Elle avait épousé Georges Lefèvre à l'automne de 1961 lors d'une cérémonie au palais de justice avec 6 témoins et 100 photographes. Georges était charpentier, de 3e génération, comme Nathan. Il travaillait de ses mains 6 jours par semaine et passait ses dimanches à reconstruire le porche de la maison qu'il louait sur Miller Road. Il ne pouvait pas s'offrir un diamant. Il ne pouvait pas s'offrir grand-chose cette année-là. Mais il entra chez un bijoutier
de la rue principale, avec son enveloppe de paix, et demanda à voir le plus petit saphir qu'ils avaient. « Pourquoi un saphir ?» demanda le bijoutier. « Parce que c'est la couleur du ciel, le matin où je l'ai rencontré, » dit Georges. Ruth porta ce saphir autour du cou sur une chaîne, chaque jour pendant 41 ans, à travers 3 enfants, 2 licenciements, un incendie de maison et un mari qui rentrait chaque soir en sentant le copeau de bois, jusqu'au jour de sa mort. Ruth est décédée en 2002. Nathan avait 15 ans. Elle lui avait laissé 2 choses, un ensemble de ciseaux à bois et le collier de saphir. Il avait porté la pierre dans une pochette de velours, à l'intérieur de sa boîte à outils, pendant 16 ans. Chaque atelier qu'il ouvrait, chaque établi qu'il construisait, elle était dans le tiroir, à l'attendre. Quand il avait décidé de la demander en mariage, il avait apporté la pierre à un bijoutier en ville et l'avait fait monter sur un anneau en or blanc qu'il avait lui-même esquissé. « Votre mère a regardé cette bague, » dit Nathan, et elle y a vu une étiquette de prix. Il fixa la rue. « Ma grand-mère l'a regardée chaque jour pendant 41 ans et y a vu le ciel. » J'ai alors compris que Vivien n'avait pas seulement insulté un bijou. Elle s'était moquée de l'histoire d'amour d'une femme décédée. Et maintenant, à cause du courriel, toute ma famille le savait. Cet après-midi-là, j'ai parcouru de vieilles photos sur mon téléphone, sans chercher quoi que ce soit de précis, faisant simplement ce que les gens font quand tout bascule et qu'on commence à réexaminer le passé à travers une lentille plus claire. J'ai trouvé la capture d'écran de 2 Noëls auparavant, le message de Brigitte. Maman a dit que le cadeau de Théo était sans attention. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je me suis souvenue de ce Noël-là. Théo avait offert à Vivien un ensemble de couteaux de cuisine de qualité professionnelle, des couteaux allemands, en acier au carbone, avec de magnifiques manches. Vivien cuisinait constamment. Cela semblait parfait. Elle a ouvert la boîte, en a soulevé un, l'a retourné. 5 secondes de silence. « Eh bien, » dit-elle, « je suppose que c'est l'intention qui compte. » Puis elle a regardé Grégoire. « Ton père m'a offert un voyage à Savannah. » Le visage de Théo est devenu rouge. Pas rouge de gêne, mais du rouge d'un homme qui ravale quelque chose dont il savait qu'il en sentirait le goût pendant des années. Brigitte lui a attrapé la main sous la table et a murmuré un seul mot. « Non. » Je me souviens avoir pensé à l'époque que Théo était trop sensible, que Vivien était juste Vivien, que les familles disaient des choses qu'elles ne pensaient pas pendant les fêtes. Assise sur mon canapé maintenant, 2 ans plus tard, je le vois différemment. Vivien n'a pas seulement rejeté le cadeau de Théo, elle l'a classé. Elle l'a délibérément placé en dessous de celui de Grégoire, devant toute la famille, de la même manière qu'elle avait classé ma bague en dessous de celle de Brigitte. Le même scénario, le même tableau de bord. Brigitte m'avait demandé de ne le dire à personne. Elle avait supprimé le message en moins d'1 heure. Mais je l'avais sauvegardé. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que c'était important. Maintenant, je regardais cette capture d'écran et je comprenais quelque chose de plus grand. Vivien n'avait pas de fille préférée. Elle avait un système. Brigitte était la vitrine. J'étais l'exemple à ne pas suivre. Théo était un dommage collatéral. Et quiconque épousait un membre de cette famille était mesuré par la même règle invisible. La capture d'écran est restée sur mon téléphone. J'avais le sentiment que cela redeviendrait important bientôt. 3 heures après le courriel, mon téléphone a vibré. Grégoire. J'ai failli ne pas décrocher. Chaque appel ce jour-là avait été quelqu'un me disant de m'excuser, d'arranger les choses, d'être la personne la plus mature, ce qui, dans ma famille, a toujours signifié être la personne la plus silencieuse. Mais quelque chose en moi a dit « Réponds. »« Salut, papa. » J'ai lu le courriel de Nathan. Sa voix semblait fatiguée. Pas fatiguée de colère, mais d'une fatigue plus profonde, le genre qui s'accumulait depuis des décennies. « Papa, je suis désolée, mais ne t'excuse pas, Riley. » Cela m'a arrêtée. En 30 ans d'appels téléphoniques avec mon père, je ne l'avais jamais entendu dire. « Ne t'excuse pas. » Son réflexe était l'inverse. « Dis pardon, maintiens la paix. »
Laisse ta mère se calmer. J'ai juste une chose à te demander, dit-il. Ta mère a-t-elle vraiment dit ça à propos de la bague? À propos du salaire? Oui. Le silence qui a suivi a été les 8 secondes les plus longues de ma vie. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais entendre l'horloge de parquet dans le couloir de la maison où j'avais grandi, celle que Vivien avait choisie, celle que Grégoire remontait chaque dimanche matin. J'ai besoin de réfléchir, dit-il. Puis il a raccroché. J'ai besoin de réfléchir. Pas, je vais parler à ta mère. Pas, ça va passer. Pas, calmons-nous tous. J'ai besoin de réfléchir. De la part d'un homme qui n'avait pas géré un conflit familial de manière autonome depuis 3 décennies, ces 4 mots étaient sismiques. 1 heure plus tard, Vivien a appelé. Sa voix était différente, plus froide, contrôlée. « As-tu envoyé ce courriel ?»« Non, Nathan l'a fait. »« C'est la même chose. »« Ce n'est pas la même chose, maman. Ton père ne veut pas me parler. Il est dans le garage depuis le déjeuner. Es-tu contente maintenant ?» Je n'ai pas répondu à cela parce que la réponse honnête qu'une petite partie de moi, épuisée, ressentait, était trop compliquée à dire à voix haute. Le bonheur n'a rien à voir là-dedans. J'ai dit, la vérité a juste des conséquences. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le mercredi, 3 jours avant la fête, un message est apparu dans la discussion de groupe familial. Vivien avait ajouté Lynn et Marguerite à la conversation, ce qui me disait tout sur le public de cette mise en scène. La fête de fiançailles pour Riley est toujours prévue pour samedi, à Pinnerest. Il y a eu un petit malentendu, mais cette famille arrange toujours les choses. J'ai hâte de célébrer. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Elle n'avait pas mentionné que je lui avais dit que je ne viendrais pas. Elle n'avait pas mentionné le courriel. Elle n'avait rien mentionné de tout cela. Au lieu de cela, elle pariait. Pariait que je me présenterais, parce que 80 personnes s'y attendaient. Que je plierais comme je pliais toujours, car le coût social de la défiance serait trop élevé. Nathan l'a lu par-dessus mon épaule. « Elle utilise la foule », a-t-il dit doucement. « Si tu ne viens pas, elle dira à 80 personnes que tu es la fille ingrate qui a gâché sa propre fête. » Il avait raison. C'était le piège. Se présenter et se soumettre, ou rester à la maison et être la méchante dans la version des faits de Viviane. J'ai appelé Camille. « As-tu vu le message de maman ?»« Oui. » Une pause. Elle m'a dit que tout était résolu. « Camille, rien n'est résolu. Je lui ai dit que nous ne viendrions pas. » Une autre pause, plus longue. Elle a dit « Tu t'es excusée. » J'ai laissé cela en suspens. J'ai laissé Camille entendre le poids de ce qu'elle venait de répéter. Elle a menti. Camille. J'ai entendu Camille expirer. Le son de quelqu'un dont l'histoire confortable venait d'être arrachée sous ses pieds. « Je ne savais pas, » a-t-elle dit. « Je sais que non. » « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai regardé Nathan. Il était appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, ne décidant pas pour moi. Il attendait. « Nous allons nous présenter, » ai-je dit. Camille est restée silencieuse. « Pas pour faire semblant, » ai-je ajouté. « Si elle se comporte bien, tout ira bien. Si elle ne le fait pas, je ne ferai plus semblant. » Le samedi matin, jour de la fête, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain et j'ai enfilé une robe bleu marine. Simple, ajustée, sans bijoux, à l'exception de la bague en saphir. Pas de boucle d'oreille, pas de collier. Je voulais que les gens voient de la bague, et rien d'autre. Nathan portait une chemise blanche boutonnée et un pantalon foncé. Il les avait repassés lui-même. Quand il a retroussé ses manches jusqu'au coude, j'ai pu voir les fines cicatrices sur ses avant-bras, vestiges d'années de travail du bois. De minuscules lignes argentées qui traçaient la carte d'une vie bâtie de ses mains. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin de Pinnerest. Le plan était simple, être présent, être courtois. Si Viviane restait courtoise, nous le serions aussi. Le courriel avait déjà dit tout ce qui devait être dit. Il ne s'agissait pas de faire une scène, mais si elle insistait,
Si elle utilisait le microphone, la foule, le toast, alors je répondrais calmement, avec vérité. Une fois, Nathan a tendu la main et a serré la mienne au dernier feu rouge avant le club. Nous n'y allons pas pour gagner, a-t-il dit. Nous y allons pour ne pas avoir à nous cacher. J'ai hoché la tête. Ma poitrine était serrée, mais mes mains étaient stables. L'entraînement aux urgences. Quand la situation est critique, votre corps sait comment se calmer. Le parking de Pinterest était presque plein. J'ai compté les voitures par habitude. Un tic nerveux. 60, peut-être 70 véhicules. Viviane avait rempli la salle. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des fleurs blanches sur chaque table. Une bannière tendue sur le mur du fond, des flûtes à champagne captant la lumière du plafond. La bannière disait « Félicitations Riley et Nathan » et en dessous, en caractère légèrement plus petit, le genre de détail sur lequel seule Viviane insisterait. Organisé par Viviane et Grégoire Dubois. Son nom était en premier, bien sûr. Nathan a tenu la porte ouverte. Je suis entrée. 80 visages se sont tournés vers nous. Et derrière le pupitre, tenant déjà un microphone, se tenait ma mère. Viviane nous a interceptés à l'entrée comme un diplomate rencontrant des dignitaires étrangers à la frontière. Elle m'a serré dans ses bras, prolongeant l'étreinte d'un battement de trop, le genre de câlin conçu pour un public. Par-dessus son épaule, j'ai vu Lynn et Marguerite nous observer depuis la table la plus proche, leur verre de vin déjà à moitié vide. « Tu es magnifique, ma chérie », a chuchoté Viviane. Puis, plus doucement, de sorte que seul moi puisse entendre. « Souris. N'ose pas gâcher ça. » Elle m'a relâchée et s'est tournée vers Nathan, avec le sourire d'hôtesse pleine puissance. « Nathan, si contente que tu sois venu. Entrez. Entrez. » Pendant les 21 minutes suivantes, Viviane a orbité dans la pièce comme un satellite, dirigeant chaque présentation. Elle présentait Nathan à ses amis de la même manière à chaque fois. « Voici Nathan, le fiancé de Riley. Il fabrique des meubles. N'est-ce pas créatif ?»« Créatif ?» Elle a utilisé le mot 4 fois en 20 minutes. Chaque fois avec la même intonation, celle qui sonne comme un compliment, mais qui reste en bouche comme un prix de consolation. J'ai observé les visages des invités alors qu'ils serraient la main de Nathan. La plupart d'entre eux souriaient poliment. Quelques-uns m'ont jeté un coup d'œil avec ce qui aurait pu être de la sympathie. Quand les gens ont demandé à voir la bague, Viviane est intervenue avant que je ne puisse tendre la main. « C'est un saphir », a-t-elle dit, « très unique. Tout le monde n'opte pas pour le traditionnel, et c'est parfaitement bien. » Parfaitement bien. 2 mots qui n'avaient jamais signifié « bien » dans l'histoire de la langue anglaise. La main de Nathan a trouvé la mienne sous la table, son pouce pressé contre ma paume, stable, rassurant. J'ai balayé la pièce du regard. Camille était assise à 3 tables de là avec Théo. Elle observait Viviane, son expression indéchiffrable. Théo regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Grégoire se tenait près du bar, tenant un soda club qu'il ne buvait pas. Il a croisé mon regard une fois et a détourné les yeux. Viviane n'avait pas encore fait son coup. Elle préparait quelque chose. Je pouvais le sentir comme on sent la pression chuter avant une tempête. À 19h15, Viviane a tapoté 2 fois le microphone. La pièce s'est tue. Elle se tenait derrière le pupitre dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux étaient parfaits. Son rouge à lèvres était parfait. Elle tenait le micro à 2 mains. La façon dont une femme tient quelque chose qu'elle croit lui appartenir. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir pour célébrer les fiançailles de ma petite fille. Des applaudissements chaleureux. Des sourires parcouraient la pièce. Quand Romy m'a annoncé ses fiançailles, j'étais... Elle marqua une pause, inclina la tête, laissant le silence s'installer. « Surprise », dit-elle. Surprise de la même manière qu'un chirurgien prononce le mot « complication », techniquement neutre, émotionnellement dévastateur. Mais l'amour se présente sous toutes les formes et toutes les tailles. Ses yeux se posèrent sur ma main posée sur la table,
sur la bague et parfois sur tous les budgets. Un frisson de rire gêné parcourut l'assemblée. Lynn couvrit sa bouche. Un homme à la table du fond gloussa, puis s'arrêta quand sa femme lui donna un coup de coude. Viviane continua, sa voix douce comme de la soie sur du marbre. « J'ai élevé mes filles pour qu'elles visent haut. Chloé a épousé un homme qui lui a offert la lune. » Elle fit un geste vers Chloé et Théo. Théo ne bougea pas. Romy a trouvé quelqu'un qui lui offre des meubles faits à la main. Elle marqua une pause, laissa la phrase respirer. Et honnêtement, cela a son propre charme. La pièce était silencieuse à présent, d'un silence pesant. Le genre de silence qui s'installe quand les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose dont ils parleront dans leur voiture en rentrant chez eux. Viviane leva son verre. « À Romy et Nathan, puissiez-vous bâtir quelque chose de solide. » Quelques verres se levèrent. La plupart hésitèrent. Celui de Théo resta sur la table. La main de Chloé était figée à mi-chemin. Je regardais Nathan. Son visage était calme. Pourtant, il croisa mon regard et fit un petit signe de tête. Pas une permission, une reconnaissance. C'est le moment. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Je posai mon verre, repoussai ma chaise et me levai. 80 personnes me regardèrent. Je sentis chaque paire d'yeux. Le lustre bourdonnait au-dessus de nos têtes. Un verre tinta quelque part près du bar. Sinon, le silence. Merci, maman, pour ce toast. Ma voix ne trembla pas. Des gardes de 12 heures aux urgences vous apprennent à parler clairement quand tout en vous tremble. J'aimerais ajouter quelque chose, si cela ne vous dérange pas. Le sourire de Viviane se figea. Elle ne pouvait pas s'y opposer. Pas devant 80 personnes. Elle s'écarta du pupitre avec un hochement de tête gracieux qui n'atteignit pas ses yeux. Je ne pris pas le micro. Je n'en avais pas besoin. La pièce était suffisamment petite et silencieuse pour que ma voix porte d'elle-même. Le saphir de cette bague appartenait à Ruth Dubois. Je levai ma main gauche. La pierre bleue capta la lumière, non pas comme un diamant, non pas en arc-en-ciel dispersé, mais dans une seule lueur profonde, comme la dernière couleur avant la tombée de la nuit. Elle l'a portée pendant 41 ans. Un murmure parcourut la pièce. Les gens se penchèrent en avant. Son mari, Georges, le grand-père de Nathan, était charpentier. Il ne pouvait pas s'offrir un diamant, alors il a choisi un saphir de la couleur du ciel. Le matin de leur rencontre, je regardais Nathan. Il me regardait avec une expression que je porterai pour le reste de ma vie. Fierté, amour et la calme assurance d'un homme qui vous fait entièrement confiance. Je sais que cette bague ne fait pas 3 carats. Je ne regardais pas Chloé. Je n'en avais pas besoin. Mais elle porte 41 ans d'un mariage qui a duré, et je ne l'échangerai pour rien au monde dans cette pièce. Le silence qui suivit fut différent de celui qui avait succédé au toast de Viviane. Celui-ci avait du poids, le bon genre de poids. Puis, du fond de la pièce, une femme se leva. Hélène Collin, 70 ans, membre du conseil d'administration du club de campagne depuis avant ma naissance. Elle leva son verre. « À Romy et Nathan, dit-elle, et à Ruth. » 40 verres se levèrent, puis 50, puis le reste. Viviane leva le sien en dernier. Sa main tremblait. La fête se termina comme les fêtes se terminent quand quelque chose de réel s'est produit. Rapidement, et avec trop de poignées de main. Les gens sortirent par groupe. Je me tenais près de la porte, serrant des mains, acceptant des étreintes de femmes que je connaissais à peine, qui me serraient le bras et disaient des choses comme « C'était charmant, ma chère, et vous avez trouvé le bon. » Tsat. Marguerite Dubois, qui avait été au dîner où tout avait commencé, s'arrêta devant moi, prit mes 2 mains et dit « Votre belle grand-mère semble avoir été quelqu'un de spécial. » Elle me le dit à moi, pas à Viviane. Viviane était à 5 pas de là, et Marguerite passa devant elle. Cette petite géographie racontait toute l'histoire. Une fois la pièce vide, Viviane m'attrapa dans le couloir, devant le vestiaire. Son masque était tombé. Pas de sourire d'hôtesse, pas d'inflexion chaleureuse,
juste son visage dépouillé, tendu, furieux. « Es-tu satisfaite ?» dit-elle. « Tu viens de m'humilier devant 80 personnes. Maman, je n'ai pas dit un seul mot sur toi. J'ai parlé de la bague. Tout le monde sait que c'était dirigé contre moi. Alors peut-être que ce que tu as dit était pire que ce que j'ai dit. » Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. Je la regardais passer par 3 réponses avant qu'elle ne retombe sur celle par défaut. « Ton père va l'apprendre. Papa a déjà lu le courriel. Maman, il le sait depuis mardi. » Quelque chose changea derrière ses yeux, un calcul s'effondrant. Elle n'avait pas su que Grégoire avait lu le courriel. Ou si elle l'avait su, elle avait supposé qu'il s'était déjà rangé de son côté, comme il le faisait toujours. Avant qu'elle ne puisse répondre, Grégoire apparut dans l'embrasure de la porte. Il regarda Viviane comme un homme regarde une route qu'il a parcourue 1000 fois et qu'il voit soudainement clairement. « Viviane, dit-il, nous devons parler en rentrant à la maison. » Sans volume, sans acrimonie, juste une phrase d'un homme qui, pour la première fois en 30 ans, ne disait pas que tout irait bien. Viviane Dubois le fixa. Puis, elle ramassa son manteau et se dirigea vers la voiture, sans un mot. À 22 heures ce soir-là, Nathan Dubois était sous la douche. J'étais sur le canapé avec une tasse de thé que je ne buvais pas quand mon téléphone s'illumina. Brooke Lefebvre. J'ai failli la laisser sonner. Chaque appel de Brooke Lefebvre au cours de la semaine passée avait été une variation de « S'il te plaît, arrange juste les choses ». Mais quelque chose en moi, peut-être le même instinct, qui m'avait poussé à faire une capture d'écran de son message 2 ans auparavant, me dit de décrocher. « Salut, salut ». Sa voix était différente, plus calme. Plus rien de ce calme de façade qu'elle drapait habituellement autour des conflits familiaux, comme du papier de soie autour de verres brisés. Tyler Lefebvre a lu le courriel. Je sais qu'il était à la fête. Il n'a pas dit un mot de toute la soirée. Un soupir. Riley, ça n'arrive jamais. Tyler a toujours quelque chose à dire. J'ai attendu. J'ai laissé le silence faire son œuvre. « Tu te souviens de Noël il y a 2 ans ?» demanda-t-elle. Le cadeau de Tyler. Les couteaux. Maman me l'a dit après, en privé, dans la cuisine. Si Tyler était un vrai pourvoyeur, il m'aurait offert quelque chose que je pourrais montrer à mes amis. C'est un associé en contentieux, Riley. Il facture 400 $ de l'heure. Et elle m'a dit que son cadeau n'était pas assez bien pour être exposé. J'ai pressé ma main contre le coussin du canapé. « Tu m'as envoyé un message à ce sujet. » « Je sais, je l'ai supprimé. »« Pas moi. » Silence. Puis un son que j'ai failli ne pas reconnaître. Brooke Lefebvre, la posée, la raffinée, la fille qui ne craquait jamais pleurait. « Je pensais que j'étais la préférée, dit-elle. Je pensais être en sécurité, mais je n'étais pas la préférée. J'étais juste celle qui obéissait. Et ce n'est pas la même chose. » J'ai fermé les yeux. 29 ans à me sentir invisible. Et voilà Brooke Lefebvre qui me disait qu'être vue par Viviane n'était pas le prix que j'avais imaginé. La cage de l'enfant prodige était juste plus brillante. « Tyler Lefebvre veut rencontrer Nathan, » dit-elle. « Il veut parler à la seule personne de cette famille qui a eu le courage de le dire à voix haute. » Le dimanche matin, je me suis rendue à l'épicerie de la rue Oak, celle avec le bon rayon de fruits et légumes et le terrible parking. J'étais en train de comparer des tomates quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Riley Dubois, » dit Hélène Collin, la femme qui s'était levée à la fête et avait porté un toast à Ruth Dubois. Elle tenait un panier avec 2 citrons et un sac de farine, habillée comme si elle allait à l'église, ce qui était probablement le cas. « Madame Collin, bonjour. Je veux que vous sachiez quelque chose. » Elle posa son panier et me regarda droit dans les yeux. Hélène Collin est le genre de femme qui établit un contact visuel comme s'il s'agissait d'une poignée de main. Votre discours d'hier soir a été la chose la plus sincère que j'ai entendue dans ce club en 20 ans. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai répondu « Merci ». « Je connais votre mère depuis longtemps », continua-t-elle. « Elle est talentueuse.
Elle est organisée et elle monte de beaux événements. Mais hier soir, ce qu'elle a dit pendant ce toast, les gens l'ont remarqué. J'ai senti mon estomac se serrer. Que disent les gens? Hélène inclina la tête. Personne ne la traite de mauvaise personne si c'est ce qui vous inquiète. Ils disent qu'elle a semblé déconnectée de la réalité. Et dans ce milieu, ma chère, c'est pire. Elle avait raison. Dans le monde des clubs de campagne, être qualifié de cruel est dramatique et temporaire. Être qualifié de déconnecté de la réalité est discret et permanent. Cela signifie que vous avez perdu votre public. Votre mère m'a appelé hier matin, ajouta Hélène. Elle voulait m'expliquer sa version des faits. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à expliquer. Ce qu'elle a dit au pupitre était assez clair. Elle ramassa son panier et me tapota le bras. Ma petite, dans cette ville, les gens pardonnent toutes sortes de choses, mais se moquer de la bague d'une femme décédée, ça reste. Elle se dirigea vers la caisse. Je suis restée là, dans le rayon des fruits et légumes, tenant une tomate, comprenant pour la première fois que le monde de Viviane, celui qu'elle avait bâti sur les apparences et les comparaisons, commençait à montrer des fissures. Le lundi après-midi, je suis passée chez mes parents pour récupérer une boîte de vieilles photos, des clichés d'enfance que je voulais pour le mariage. Grégoire Dubois ouvrit la porte. Ses yeux étaient rougis sur les bords, pas des pleurs récents. Le genre qui vient de 2 nuits de mauvais sommeil et de trop de réflexion. « Maman est là ?» ai-je demandé. « À l'étage, » dit-il, d'une manière qui signifiait « fermé ». Pas d'explication, pas d'invitation à entrer. Il me tendit la boîte de photos du placard du couloir. Puis il resta dans l'embrasure de la porte, la tenant à moitié ouverte, me regardant comme s'il cherchait la permission de dire quelque chose qu'il avait répété. « Riley. Oui, papa. Je suis désolée. » J'ai cligné des yeux. Grégoire Dubois ne s'excuse pas. Grégoire Dubois dit « Passons à autre chose et oublions. » Et « Ta mère a de bonnes intentions. » Grégoire Dubois avait passé 35 ans à servir de tampon entre Viviane et la réalité. Des excuses ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Désolé pourquoi? Pour 29 ans à savoir qu'elle faisait ça. Il marqua une pause. Sa mâchoire se contracta. Et à te dire que tout irait bien. J'ai posé la boîte sur la marche du porche et je l'ai serrée dans mes bras. Il m'a tenu plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Assez longtemps pour que je sente ses épaules trembler une fois, puis se stabiliser. « J'ai dit à ta mère hier soir, dit-il, qu'elle devait appeler toutes les deux. Des excuses sincères, sans condition. » Il marqua une pause. « Si elle ne le fait pas, je suis dans la chambre d'amis. Je le lui ai dit. » Qu'a-t-elle dit? Rien. Elle est montée. Quand? Samedi soir. 2 jours. Viviane Dubois, la femme qui ne pouvait pas rester seule dans une pièce pendant 20 minutes sans appeler quelqu'un, était à l'étage depuis 2 jours. Je ramassai la boîte de photos, levant les yeux vers la fenêtre du 2e étage. Les stores étaient baissés. Je ne savais pas si elles s'effondraient ou si elles se regroupaient. Avec Viviane, c'était l'un ou l'autre. J'ai attendu 29 ans. Parfois, les excuses ne viennent jamais. Et il faut apprendre à vivre avec cela. Ce que ma mère fit ensuite me surprit moi-même. Mercredi. Une semaine après la fête, mon téléphone sonna alors que je remplissais des dossiers au poste de soins infirmiers. Viviane. Je me rendis dans la salle de pause et répondis. « Riley. » J'ai réfléchi. Sa voix était différente, plus lente, dépouillée de son habituel vernis. « Je veux te voir, toi et Nathan, tous les deux. » Pourquoi? Pour parler? Je sais que j'ai dit des choses qui étaient de trop. De trop, pas fausses, pas cruelles, juste de trop. Même en retrait, Viviane hésitait. « D'accord, dis-je. Nous te retrouverons chez Thornton, rue principale, samedi matin. » Pourquoi pas à la maison? Parce que cette fois-ci, c'est moi qui choisis l'endroit. Une pause, puis « D'accord. Samedi, chez Thornton Café, une banquette d'angle près de la fenêtre. » Viviane arriva la première. Je vis sa voiture sur le parking quand Nathan et moi arrivâmes. Elle était assise,
les mains autour d'une tasse, sans maquillage, les cheveux attachés avec une pince. Je ne l'avais jamais vue en public sans être maquillée. Cela me surprit plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Nous nous assîmes. Nathan commanda un café noir. Je ne commandai rien. Mes mains devaient être libres pour cela. Viviane parla la première. « Je suis désolée de la façon dont je t'ai fait te sentir. » C'était ça. La façon dont je t'ai fait te sentir. Pas pour ce que j'avais dit, pas pour ce que j'avais fait, mais pour la façon dont j'y avais réagi. Nathan se pencha en avant. « Madame Dubois, puis-je vous demander de quoi vous êtes spécifiquement désolée ?» Elle cligna des yeux. « Pour le malentendu. »« Il n'y a pas eu de malentendu, » dit Nathan. Sa voix était la même que d'habitude, calme, égale, sans chaleur. « Vous avez dit que ma bague n'était pas assez bien. Vous l'avez comparée à celle de vos gendres. Vous l'avez fait devant vos amis. » La bouche de Viviane s'ouvrit, puis se referma. Je tendis la main par-dessus la table, non pour la réconforter, mais pour achever ce que Nathan avait commencé. « Maman, je suis désolée que tu aies été blessée, n'est pas la même chose que « je suis désolée de t'avoir blessée ». Elle me regarda pour la première fois. Il n'y avait aucune réplique en préparation derrière ses yeux. Viviane ne parla pas pendant 30 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. C'est ce que je fais quand j'essaie de rester présente. Le café bourdonnait autour de nous. La cuillère de quelqu'un tinta contre une tasse en céramique. La machine à expresso siffla. Puis Viviane dit quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire. « Quand ton père m'a demandé en mariage, ma mère a levé la bague et a dit « Eh bien, au moins, il t'en a offert une convenable. » Je sentis l'atmosphère changer. Nathan posa son café. « C'était la seule chose gentille que ma mère ait jamais dite à propos de ton père. La seule. » La voix de Viviane était petite, la plus petite que je lui ai jamais entendue. Elle mesurait tout. La maison, la voiture, son salaire. Elle le mesurait chaque jour de leur mariage, et elle le trouvait insuffisant à chaque fois. Maman, je la détestais pour ça. Les yeux de Viviane devinrent rouges. Pas un rouge dramatique. Pas un rouge pour le spectacle, le genre brut. Je détestais qu'elle ne puisse pas simplement être heureuse pour moi et j'ai juré que je ne ferais pas ça à mes enfants. Elle pressa ses doigts contre le bord de la table, ses jointures blanchies. Mais la bague était la seule chose qu'elle approuvait. Et je m'y suis accrochée. L'idée que la bague prouvait que j'avais fait quelque chose de bien. Je m'y suis accrochée pendant 35 ans. Elle me regarda. Je n'avais même pas réalisé que j'étais devenue comme elle. Le café continuait de s'animer autour de nous. 2 femmes riaient au comptoir. Un enfant laissa tomber une cuillère. Nathan parla le premier, doucement. « Je suis désolée pour votre mère, Madame Dubois. » Viviane le regarda. Vraiment. Peut-être pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Vous êtes plus gentil que je ne le pensais. » Je tins la main de ma mère par-dessus la table. « Maman, je comprends pourquoi tu penses comme tu penses, mais je ne suis pas grand-mère et Nathan n'est pas papa. » Elle hocha la tête. Pas de défense, pas de diversion. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. C'était honnête. Et pour l'instant, l'honnêteté suffisait. Avant de quitter Thornton, je dis ce que j'étais venue dire. Je n'élevais pas la voix. Je ne pleurais pas. Je parlais comme je parle à la famille d'un patient lorsque les nouvelles sont graves et que le moment exige de la clarté. « Maman, voici comment les choses vont fonctionner à partir de maintenant. » Viviane leva les yeux. Ses mains étaient toujours enroulées autour de la tasse. Le café était devenu froid 20 minutes plus tôt. Le mariage est le nôtre. Nathan et moi le planifions. Nathan et moi le payons. Tu es invitée en tant qu'invitée et je te veux là. Mais tu n'es pas l'organisatrice. Tu ne choisis pas le lieu. Tu n'approuves pas les fleurs. Tu ne gères pas la liste des invités. Elle ne m'interrompit pas. Deuxièmement, les comparaisons cessent. Fini de mesurer Nathan à Théo. Fini de classer les cadeaux, les salaires ou la taille des bagues. Si cela se reproduit, je partirai immédiatement. Sans discussion. Nathan posa sa main sur la table. «
ouverte. Je plaçais la mienne par-dessus. Troisièmement, et celle-ci est pour moi, pas pour toi. Je pris une inspiration. Je ne vais pas attendre d'avoir 58 ans pour arrêter de répéter ce cycle. Si nous avons des enfants, ils n'entendront jamais leur grand-mère classer leurs parents. Ce n'est pas une demande, c'est une limite. L'air entre nous était immobile. Viviane regarda ma main sur celle de Nathan, le saphir captant la lumière du matin à travers la fenêtre. « Je t'aime, maman. Mais je n'accepterai pas un amour qui vient avec un système de notation. » Viviane serra les lèvres. Pas la ligne fine et tendue de la colère que j'avais vue 1000 fois. C'était le serment de quelqu'un qui retenait quelque chose de fragile. « D'accord, dit-elle. » Nathan parla pour la première fois depuis plusieurs minutes. « Madame Dubois, je vous veux à notre mariage, mais je veux que ce soit à propos de Romy et moi, pas des attentes de qui que ce soit. » Viviane hocha la tête, puis elle jeta un dernier coup d'œil à la bague. « C'est vraiment une jolie couleur, » dit-elle doucement. Ce n'était pas un geste grandiose, mais de la part de Viviane, c'était un premier pas. Ce week-end-là, Théo appela Nathan et lui demanda s'il voulait aller prendre une bière. Je n'étais pas là. Je ne savais ce qui s'était passé que parce que Nathan me l'avait raconté après. Assis sur le haillon de son pick-up dans notre allée, décollant l'étiquette d'une bouteille et souriant d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il avait trouvé un coéquipier dont il ignorait avoir besoin. Ils allèrent chez Sullivan's, le bar sportif de la route 4, avec ses tables collantes et son jukebox qui ne jouait que de la musique country des années 90. Deux hommes qui avaient épousé des femmes de la même famille, assis l'un en face de l'autre pour la première fois, sans Viviane dans la pièce. Théo commença. « Je veux te remercier. » « Pourquoi ?»« Pour l'avoir dit à voix haute. Je voulais le faire depuis 5 ans. » Théo raconta à Nathan l'histoire des couteaux. De la fois où Viviane avait dit qu'il avait de la chance que Chloé l'ait choisi, devant les colocataires de Chloé à l'université, lors d'un brunch, comme si c'était une blague, de l'accumulation lente de petites blessures qui ne guérissaient jamais vraiment parce que Chloé lui demandait toujours de laisser tomber. « Elle m'a dit de ne pas faire de vagues, » dit Théo, « et je l'aime, alors j'ai ravalé. »« Ce n'est pas de la faiblesse, » dit Nathan, « c'est de la loyauté. » Peut-être. Théo fit tourner son verre lentement. Mais la loyauté ne devrait pas signifier ravaler le mépris de sa belle-mère et faire semblant que c'est une conversation de dîner. Ils ne portèrent pas un toast à la victoire. Ils ne portèrent pas un toast à la vengeance. Ils entrechoquèrent leurs verres pour quelque chose de plus silencieux. La décision d'arrêter de prétendre que le silence était la même chose que la paix. Quand Nathan rentra à la maison et me raconta, je restai longtemps à y penser. La famille que je croyais connaître, celle avec des rôles clairs et des hiérarchies rigides, était en train de changer. Chloé m'appelait plus souvent. Théo s'exprimait. Grégoire tenait bon. Même Viviane s'asseyait avec le silence au lieu de le remplir. Rien n'avait été réparé. Mais quelque chose s'était fissuré et, pour la première fois, la lumière pénétrait. 2 semaines plus tard, les répercussions se firent sentir là où Viviane vivait, dans son monde social. Elle démissionna discrètement du comité d'organisation du gala d'automne de Pinterest. La raison officielle était un besoin de temps personnel. La vraie raison vint de Chloé, qu'il avait entendu de Théo, qu'il avait entendu d'un collègue dont la femme siégeait au conseil d'administration. Marguerite Bernard avait pris Viviane à part après un déjeuner du jeudi et lui avait dit doucement mais clairement « Viviane, peut-être devriez-vous prendre cette saison de congé. » Dans le langage du club, ce n'est pas une suggestion, c'est un verdict. Lynn Marchand, la plus proche amie de Viviane depuis 15 ans, cessa de répondre à ses appels avec sa rapidité habituelle. Viviane l'invita 2 fois à déjeuner. Lynn était débordée les 2 fois. Le genre de débordement qui signifie « Je ne suis pas encore prête à m'asseoir en face de toi ». Personne ne traita Viviane de monstre. Personne n'en parla sur les réseaux sociaux ni ne chuchota son nom à travers les tables de restaurants. Le système social de banlieue ne fonctionne pas ainsi. Il fonctionne par les absences.
La chaise vide à la réunion de planification, le message vocal sans réponse, l'invitation qui ne vient pas, une mort par 1000 omissions silencieuses. Grégoire, pendant ce temps, dormit dans la chambre d'amis pendant 3 nuits. Puis il revint, mais avec des conditions. Viviane verrait un thérapeute, pas une thérapie de couple, mais individuelle. Quelqu'un qui n'est pas moi et qui n'est pas vos filles, dit-il. Elle accepta. Je ne savais pas si cet accord était sincère ou stratégique. Viviane avait passé toute une vie à accepter des choses pour reprendre le contrôle. Mais le fait qu'elle ait dit oui, qu'elle n'ait pas claqué la porte, qu'elle n'ait pas pleuré, qu'elle n'ait pas qualifié cela d'attaque, me disait que quelque chose avait bougé sous la surface. Je ne célébrais rien de tout cela. Il n'y a aucune joie à voir sa mère perdre ses amis, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Je n'avais pas causé cela. C'était elle. J'avais juste cessé de la couvrir. Ce n'est pas de la cruauté. C'est le prix de la vérité dans une famille qui fonctionnait sur la fiction. 1 mois après la fête, je passais à la maison à l'improviste. Grégoire était au magasin de bricolage. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Viviane ne la verrouillait jamais pendant la journée, une habitude de petite ville qu'elle refusait de perdre. Je la trouvais seule dans la cuisine, debout devant la cuisinière, remuant une casserole de quelque chose, le dos tourné. La radio était éteinte, la télévision était éteinte, seul le bruit d'une cuillère en bois remuant lentement la sauce. Elle ne se retourna pas quand elle m'entendit entrer. Elle dit simplement « Il y en a assez pour 2 si tu veux ». Je m'assis à l'îlot de la cuisine. Elle posa une assiette devant moi sans cérémonie. Des pennes avec sa sauce tomate, celle qu'elle préparait tous les vendredis quand Brooke et moi étions petites. Celle que je demandais pour mon anniversaire. Celle que je n'avais pas mangée depuis des années, parce qu'en chemin, Viviane avait cessé d'en faire. Elle s'assit en face de moi, avec sa propre assiette. Nous mangeâmes en silence pendant un moment. La sauce avait exactement le goût dont je me souvenais. Ail, basilic, un peu de piquant en fin de bouche. Maman, dis-je, je ne sais pas à quoi ressembleront les choses entre nous, mais je ne vais pas disparaître. Elle posa sa fourchette, me regarda. Tu devrais, dit-elle. Je le mérite. Tu mérites d'être confronté. Tu ne mérites pas d'être abandonné. Ce sont 2 choses différentes. Son menton trembla, juste une fois, à peine. Puis, elle le maîtrisa. Viviane Reeves ne pleure pas dans les cuisines, mais elle en fut proche. J'ai commencé à voir la thérapeute que Grégoire a trouvée, dit-elle. La docteure Mercer, elle est directe. Bien. Elle m'a demandé de lister les choses dont je suis fière et qui n'ont rien à voir avec les réussites des autres. Viviane reprit sa fourchette. Je n'en trouvais pas une seule. Je ne dis rien. Certaines vérités ont besoin d'espace. Pas de commentaires. Nous finîmes les pâtes. Elle lava la vaisselle. Je séchais. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une conclusion. C'étaient 2 femmes, côte à côte, faisant quelque chose d'ordinaire, avec quelque chose de brisé entre elles, qui pourrait, un jour, se réparer. Nathan et moi choisîmes notre lieu de réception un mardi soir, fin avril. Nous étions dans la cour derrière son atelier, la même parcelle d'herbe où il m'avait demandé en mariage, quand il dit « Et si c'était ici ?» Je regardais l'espace. Une allée de gravier, un vieil érable, l'atelier avec ses larges doubles portes ouvertes, de la sûre encore prise dans la lumière du soir. Pas de salle de bal, pas de lustre, pas de plan de table pour 80 personnes. « Combien de personnes ?» demandai-je. « 40. C'est moins de la moitié de ce que maman avait invité à la fête de fiançailles. Je sais. » Il sourit. « C'est aussi 2 fois plus que ce qu'avaient Ruth et Georges. Nous avons tout planifié nous-mêmes. Nathan construisit les tables en chêne blanc, de longues planches communes, pas de table d'honneur, pas de hiérarchie. J'arrangeais des fleurs sauvages dans des bocaux en verre. Nous avons tendu des guirlandes lumineuses entre l'érable et l'avant-toit de l'atelier, les mêmes que la nuit de la demande en mariage. Brooke appela la semaine suivante. « Puis-je être ta demoiselle d'honneur ? Tu l'as toujours été, dis-je. » Grégoire envoya un SMS. « Laisserais-tu toujours ton vieux père te conduire à l'hôtel ?»
Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, papa. Et puis le message que je n'attendais pas de Viviane. Pas d'appel téléphonique, pas de grand discours, juste un SMS de 3 lignes. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit pour le mariage? 8 mots, pas de suggestions, pas d'opinion, pas de non, tu devrais plutôt envisager le club de golf. Juste une offre d'aide, formulée comme une question sans aucune condition. De la part de n'importe qui d'autre, cela aurait été ordinaire. De la part de Viviane, c'était une révolution. Je répondis. Tu pourrais apporter tes pattes. 3 points apparurent, disparurent, apparurent de nouveau. D'accord. Un mot. Pas de suivi. Pas de non, mais des pattes à un mariage, c'est inhabituel. Pas de non. Es-tu sûr de ne pas vouloir le traiteur que j'ai utilisé pour Brooke? Juste. D'accord. J'ai sauvegardé ce SMS. Je le garderai probablement pour toujours. Je veux être honnête avec toi un instant. Pas l'honnêteté du narrateur. Pas le genre d'honnêteté où j'emballe tout avec un joli ruban et te dis que j'ai guéri. La vraie. Je ne raconte pas cette histoire pour apprendre à quiconque comment gérer un parent difficile. Chaque famille est différente. Chaque mère est différente. Chaque point de rupture est différent. Mais il y a une chose que je sais avec certitude, parce que je l'ai vécue pendant 29 ans, et que je ne la vois clairement que maintenant. Le silence n'est pas la paix. Le silence est une permission. Chaque fois que je riais des commentaires de Viviane, chaque fois que je trouvais des excuses pour elle à Noël, chaque fois que je disais à Nathan que c'était juste sa façon d'être, je ne maintenais pas la paix. Je la maintenais dans son confort, et le prix de son confort était ma dignité. Nathan ne m'a pas sauvée. Je veux être claire à ce sujet. Il n'est pas arrivé sur son cheval pour sauver la demoiselle du dragon. Il m'a posé une question. Si une patiente te disait que sa mère avait dit cela, que lui dirais-tu? Et j'y ai répondu. Je me suis sauvée moi-même. Il a juste tenu le miroir stable. La bague à mon doigt n'a pas de diamant. Elle a un saphir qui appartenait à une femme nommée Ruth Hollis et qu'il a porté pendant 41 ans sans jamais demander ce qu'il valait. Elle a 3 mois d'esquisse de conception d'un homme qui travaille de ses mains. Elle a le ciel du matin où 2 personnes se sont rencontrées. Si quelqu'un dans votre vie mesure votre valeur à ce que vous portez à votre doigt, à la voiture dans votre allée, au salaire sur votre déclaration d'impôt, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas la bague. Vous n'êtes pas le carat. Vous êtes l'histoire qui se cache derrière. Et cette histoire vous appartient. Personne n'a le droit de la noter. 3 mois après la fête de fiançailles, voici où en sont les choses. Viviane a assisté à 6 séances de thérapie avec le docteur Mercier. Elle n'est pas devenue une personne différente. Quiconque vous dit que la thérapie fonctionne aussi vite essaie de vous vendre quelque chose. Mais 2 fois au cours du dernier mois, elle a commencé à dire quelque chose à propos de la maison de Brigitte ou de la nouvelle voiture de Théo. Puis, s'est arrêtée. Au milieu d'une phrase, la bouche ouverte, les mots à moitié formés, puis une pause et une redirection. C'est peu, c'est visible, c'est suffisant. Grégoire parle davantage. Lors des dîners de famille, ceux que nous avons recommencé à organiser chez nous autour de la table que Nathan a construite. Grégoire raconte maintenant des histoires sur les chantiers sur lesquels il a travaillé, sur le pont qu'il a aidé à concevoir près de Charlottesville en 1998, sur la foi, où il a accidentellement commandé 800 livres de béton au lieu de 80. Il rit de ses propres histoires. Viviane écoute. Parfois, elle pose même des questions de suivi. Brigitte m'appelle tous les quelques jours, non pas pour gérer une crise, mais juste pour parler. Elle m'a dit la semaine dernière que Théo avait finalement dit directement à Viviane que son commentaire sur les couteaux l'avait blessée. Viviane a dit « Je suis désolée d'avoir dit cela. C'était mal. » 7 mots, sans aucune nuance. Théo a dit que c'était la première fois en 5 ans qu'il avait l'impression qu'elle le voyait. Brigitte m'a aussi appelé sa meilleure amie pour la première fois. Je n'en ai pas fait toute une histoire, mais je l'ai rejouée dans ma tête 3 fois cette nuit-là. Le mariage aura lieu en octobre. 40 invités.
la cour de l'atelier de Nathan, des guirlandes lumineuses, des fleurs sauvages, de grandes tables en chêne et les pâtes de Viviane. Chaque matin, avant mon service, je regarde le saphir à ma main. Il capte la lumière différemment selon l'angle. Parfois, bleu marine foncé. Parfois, assez lumineux, pour faire mal. Viviane l'a vu la semaine dernière. Elle ne l'a pas comparé, ne l'a pas mesuré. Elle a juste dit « Le saphir va bien à votre peau ». Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était vrai. Et de la part de Viviane Rivière, le vrai est un territoire entièrement nouveau. Si vous êtes encore là, et j'espère que oui, je veux vous laisser avec ceci. Peut-être regardez-vous, parce que votre mère tient les comptes. Peut-être est-ce votre père, votre sœur ou votre belle famille. Peut-être que quelqu'un dans votre famille mesure l'amour en dollars, en carats et en mètres carrés. Et vous avez passé des années à essayer d'atteindre un chiffre qui ne cesse de bouger. Je sais ce que ça fait. J'ai vécu cela pendant 29 ans. J'ai souri à travers tout cela. Je rentrais des dîners de fête en serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient, en me disant « La prochaine fois sera différente ». Ça ne l'a pas été. Ça ne l'a jamais été. Parce que c'est moi qui continuais à me présenter au même jeu avec les mêmes règles, m'attendant à un score différent. Ce qui a changé, ce n'était pas ma mère. Ce n'était même pas l'email, le toast ou la fête. Ce qui a changé, c'était moi. J'ai cessé d'accepter une part que je devais acheter avec mon respect de soi. J'ai cessé de traiter le silence comme une harmonie, et j'ai cessé d'attendre que quelqu'un d'autre dise ce que je savais déjà être vrai. Une paix qui coûte votre dignité n'est pas la paix. C'est un plan de paiement pour le confort de quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, si vous êtes assis dans l'obscurité à compter les photos sur un mur, à mesurer la distance entre qui vous êtes et qui votre famille dit que vous devriez être, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous ne devez votre silence à personne et vous valez plus que n'importe quelle bague. Je m'appelle Aurélie Rivière. Je suis infirmière aux urgences. J'épouse un charpentier en octobre dans une cour d'atelier sous des guirlandes lumineuses, avec ma sœur à mes côtés et mon père qui me mènera à l'hôtel, et à ma main un saphir de la couleur du ciel. Le matin où deux personnes se sont rencontrées, 41 ans d'amour, 0 carat qui vaut tout.